Bonjour et bienvenue à vous pour votre troisième leçon sur Golden Boy. Donc on va attaquer, je pense, selon moi, le plus gros morceau que TBS a à offrir, qui est tout simplement la phase de combo. Les combos, c'est essentiel dans Dragon Ball. Et donc c'est peut-être la notion la plus compliquée à aborder, parce qu'elle peut souvent vous faire perdre ou vous faire gagner, selon si vous avez trop combo, pas assez combo, etc., etc. Et c'est là ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est savoir bien comboter, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier. Et donc on va commencer tout de suite avec la règle d'or selon moi, qui est tout simplement que il ne faut pas oublier que même si on commence à 8 PV, il faut protéger votre dernier point de vie. C'est le seul qui importe. Si vous avez votre dernier point de vie, vous survivez, vous gagnez. Excepté évidemment la mécanique meule qui va vous faire perdre la partie, ou bien Victory Strike qui est un keyword de SCR. Mais dans règle générale, et pour moi la règle d'or, c'est le dernier point de vie est le plus important à protéger. Et donc, ça veut dire que vous devez jouer en fonction. C'est-à-dire que si votre adversaire fait une trop grosse attaque à, je sais pas moi, il tape à 40 000 double frappe, eh bien ça sert à rien de perdre toute votre main pour éviter de passer de, je sais pas moi, de 4 PV à 2. Et puis derrière, à chaque fois qu'il fait des petites attaques à 15 000, eh ben vous allez devoir perdre peut-être une carte super importante, peut-être votre SCR ou je ne sais quoi. Et derrière, en fait, peut-être qu'à la fin, au bout de la 3e, 4e petite attaque à 15, vous allez juste prendre un point de vie. Et derrière, ça va s'enchaîner. La 3e attaque va vous faire perdre un point de vie. La 4e, il va comboter une seule carte, passer à 20 000. Bam, il va vous réinfliger un point de vie. Alors que si vous aviez laissé passer la double frappe et qu'après vous défendiez toutes les petites attaques après, faut calculer combien de cartes ça vous aurait fait perdre. Et si vous avez peur que l'adversaire vous tue, et juste vous comptez le nombre de cartes totales que vous avez en main et jusqu'à combien vous pouvez monter et à combien l'adversaire peut monter, et vous faites un petit calcul et vous dites ok, en fait je suis à 1 point de vie ou 2, mais l'adversaire n'aura pas assez de combos car moi je peux mettre toute ma main et ma main est peut-être a peut-être 5 cartes ou 10 cartes de plus que l'adversaire, et donc vous pourrez défendre facilement une attaque que l'adversaire pourrait vous faire et qui serait létale. Donc ça c'est important, c'est pas trop défendre vos points de vie, surtout lorsque vous êtes à 4. C'est important, on est d'accord, une fois à 4 points de vie éveillés, de commencer à défendre ses points de vie, pour éviter notamment des triples frappes ou des doubles frappes. Mais faut pas oublier que à la fin, si l'adversaire ne peut pas vous tuer même avec votre double frappe et qu'il monte, je sais pas moi, que à 60 et que vous montez à 75, 80, il n'y a pas de souci en fait. Donc ça, premier point important. Et ensuite, à l'inverse, donc là on parlait lorsque c'était vous qui défendez, mais là à l'inverse, et c'est pour moi là, le moment le plus compliqué à DBS, même les gros joueurs ont du mal à savoir exactement jusqu'à combien il va falloir comboter et s'il faut comboter, c'est si vous combotez trop haut offensivement, et bien, même explication que tout à l'heure, sauf que je l'avais dit dans l'autre sens en mode défense, mais c'est que si vous combotez trop, l'adversaire va juste prendre les dégâts, et derrière vous n'aurez plus assez de combos pour outrepasser le dernier point de vie et la main adverse, et il pourra comboter plus haut que vous et vous ne passerez pas. Alors certes, si vous avez un attaquant qui commence déjà à taper à 30k ou à 40k, évidemment la puissance de combo est moins importante. Mais tout de même, faites bien attention à ne pas trop comboter. Et donc en fait, ce que j'essaie de dire là globalement, c'est que si vous combotez, vous perdez du CA. Et donc si vous perdez des cartes en main, alors certes vous avez plus de puissance de combo, moins de puissance de combo comme ça a été dit, mais ces cartes là, aussi au lieu d'avoir de la puissance de combo, elles peuvent aussi vous servir à être jouées autrement que par leur combo. C'est-à-dire que vous pouvez les jouer une battle card pour attaquer, vous pouvez jouer une battle card pour détruire des cartes, etc. etc. Et donc faut bien choisir aussi. Peut-être que vous avez absolument besoin de garder certaines cartes en main pour faire un tour ultra important après, ou peut-être même tuer votre adversaire, que sais-je. Vous avez peut-être besoin de garder ce Bardock espace-temps pour plus tard, votre SCR pour plus tard, pour vraiment comboter parce que c'est le but de votre deck, etc. etc. Donc, réfléchissez à ça quand vous utilisez des cartes de votre main pour utiliser en puissance de combo, c'est super important. Donc là, je vais passer à un petit exemple qui est assez simple pour un peu imaginer comment moi je réfléchis à un peu lorsque je dois comboter pour finir une game. Alors, c'est pas tout le temps le cas, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Mais là, typiquement, les paramètres, c'est lorsque votre adversaire n'a plus de source d'énergie, vous d'ailleurs non plus, eh bien, on peut partir qu'en moyenne, une carte dans la main de l'adversaire représente 5k de combo pour 0 énergie. C'est-à-dire que sur, on va dire, une main de 10 cartes, il va avoir
peut-être un ou deux super combos, mais il va peut-être avoir aussi des cartes qui ne vont pas pouvoir être utilisées en combo. Des cartes extra, des unissons, des cartes qui combattent à 10k mais pour une énergie alors que l'adversaire n'en a plus, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, il faut partir du principe que une carte est équivalent à 5k de combo. Alors c'est toujours intéressant de compter, attention, le nombre de super combos qui sont passés dans la dispersion, hein, bien entendu. Mais voilà, en moyenne, 5k de combo. Donc là, typiquement, si j'attaque mon adversaire et que je lui inflige un dégât, eh bien, il va rajouter une carte de ses points de vie en main. Donc, toujours sur la même base, si il a ensuite une main de 2 cartes, eh bien, il aura 10k de défense parce qu'il aura 2 0,5k en main. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? L'adversaire est à 3 points de vie, moi je suis à 15, à 4 PV, j'ai mon leader qui a 15 000 et simple frappe, et moi j'ai mon singe qui a 20 000 et double frappe. Donc moi qu'est-ce que je fais? Bah, je vais tout simplement attaquer avec mon leader sur le leader adverse. Donc l'adversaire ne va pas contrer, donc ni bloquer. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vois une carte en main, je me dis, bon bah il peut monter à 20 000 de défense. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie qu'il défende, donc j'ai envie de le finir ce tour et de gagner. Donc je vais comboter 5000. Et donc si je combote 5000, eh bien je serai à 20 000 contre ces 20 000 potentiels également. Et donc il va être forcé de prendre un PV. Donc il va perdre son PV. Et ce PV s'avère être un singe qui fait piocher. Donc maintenant l'adversaire a 25 000, peut monter à 25 000, donc parce qu'il a 5 000 de combo. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, quand je vais attaquer avec mon Warcry, eh bien je vais encore comboter pour monter à 25 000 lorsque je vais attaquer à double frappe. Donc je vais comboter à 25 000 et ensuite l'adversaire va perdre. Alors évidemment là l'exemple a l'air très simple parce qu'il n'y a qu'une carte, que 2 cartes chez moi et qu'une carte chez l'adversaire. Mais concrètement, il faut réfléchir un peu comme ça, c'est-à-dire que si vous estimez qu'à peu près l'adversaire monte à, je sais pas moi, 60 000 de combo, ce qui est déjà énorme, et bien vous allez monter à 65. Et si vous lui infligez un dégât, et bien après, il faut partir du principe qu'il pourra monter à 65 000. Et sur votre deuxième attaque, et bien il faudra monter à 70. Histoire qu'en fait, il ne puisse pas défendre et qu'en 2 attaques, vous arriviez à clôturer la game. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin, il faut bien répartir la puissance de combo sur les attaques et faire en sorte que la dernière soit plus forte que la précédente. Ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir, parce que là, nous allons passer aux paramètres qu'il faut prendre en compte lorsque vous allez attaquer et tenter d'achever votre adversaire. Donc, tout d'abord, si vous souhaitez le battre comme dans le pattern qu'on a pris juste avant, si vous souhaitez mettre une attaque en simple pour le faire passer de 3 à 2 et ensuite de 2 à 0 avec une double frappe, il faut vous assurer que juste vous combotez la première, ok, donc vous allez perdre des cartes en main, mais comme selon vous, vous allez le tuer, il n'y a pas de souci. Et le problème c'est que si la deuxième n'aboutit même pas, c'est-à-dire que si l'adversaire utilise un contre-attaque ou un bloqueur, vous aurez perdu les combos que vous avez fait lors de la première inutilement, entre guillemets. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut que vous vérifiez si l'adversaire a une énergie pour qu'il active un contre. Il faut que vous vérifiez s'il a un bloqueur, ça normalement vous allez le voir, c'est sur son terrain. Ensuite il va aussi falloir voir dans le cas de la petite dimension magique ou tout simplement tous les contres Sparking 5, Étincelle 5, qui dit lorsque vous avez 5 cartes dans la dispersion ou plus, eh bien vous pouvez vous prendre un point de vie et utiliser votre contre sans payer son coût d'énergie. Donc dans la situation précédente, vu que l'adversaire avait 2 points de vie, s'il avait une dispersion de 5 cartes ou plus, eh bien il pouvait payer un point de vie, annuler votre attaque double frappe, et derrière, eh bien, il avait 1 des énergies pour se défendre, et de 2, vous aviez plus d'attaque pour infliger le dernier point de vie parce qu'il serait resté plus qu'un. Et donc c'est là où, c'est toujours important, le dernier point de vie c'est le plus important à défendre. Donc voilà pour la petite dimension magique. Et donc ensuite c'est important de savoir ce que contient en fait les decks adverses. C'est là où vous allez devoir faire des recherches sur la méta si vous voulez devenir un joueur compétitif, ou même un joueur pas forcément qui joue avec des decks ultra compètes, qui joue aussi pour s'amuser, mais si vous voulez gagner et pas vous faire retourner à part une carte surprise, c'est là où c'est intéressant de savoir les réponses possibles que l'adversaire a à sa disposition. Donc on pense notamment si l'adversaire a une énergie debout, donc en mode action, il va pouvoir en plein combat, c'est-à-dire l'attaque n'est pas annulée, vous allez utiliser toute votre main pour comboter. Et donc vous allez peut-être monter, je sais pas moi, 120 000 double frappe alors que l'adversaire est à 1 PV, est à 2 PV, excusez-moi. Et l'adversaire, il peut tout simplement faire le petit
Final Flash de Vegeta. Donc si son leader est jaune et que tous ses derniers sont jaunes, et ben il va pouvoir choisir une de vos cartes de combat et enlever tous ses effets pour le tour. Donc ça ne va pas enlever sa puissance et la puissance de combo. Donc vous serez toujours à 120 000. Mais au lieu d'infliger 2 dégâts par double frappe, et ben vous en infligerez que 1. Donc derrière vous aurez utilisé toute votre main. Et lui, vu qu'il a 2 points de vie, il va passer à 1. Et vous aurez plus de main. Et lui sera toujours en vie. Et ça signe souvent votre défaite. Et évidemment maintenant, donc là on peut se dire c'est limité à jaune. Mais toutes les cartes, toutes les couleurs maintenant ont une SCR, la SCR Heroines Lineage. Donc c'est à vous de voir si ça vous paraît plausible qu'elle soit dedans. Peut-être que son archétype a une meilleure secret rare à jouer dans son deck. Mais est-ce que cette personne peut être un filou qui la joue? Typiquement quand vous avez un deck non archétypé qui n'a pas de secret dédié, ou un deck qui a du mal à gérer des grosses battles, et bien cette secret rare parle d'elle-même en activation de combat, donc au moment où vous combotez défensivement, et donc après que l'adversaire ait utilisé toute sa main pour comboter, bah vous allez juste pouvoir prendre une battle adverse qui a un coût d'énergie de 7 ou moins, la carte attaquante inclus, et la voler, la mettre de votre côté du terrain, et donc ça va, entre guillemets, faire échouer l'attaque, et donc vous aurez perdu juste votre secret, et l'adversaire aura perdu toute sa main en combo, et donc vous aurez souvent gagné la partie juste après, parce qu'il aura plus de main, il aura plus sa battle card, et vous serez toujours en vie. Donc voilà, faut pas oublier toutes ces cartes qui vont interagir pendant la battle. Donc globalement, vraiment faites attention lorsque vous faites le dernier push. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Vérifiez tout ce qui est possible pour l'adversaire de faire. Donc c'est là où il faut se renseigner sur la decklist encore une fois. Est-ce qu'il a des cartes qui vont pouvoir se jouer pendant le combat pour lui éviter de prendre des doubles frappes ou pour mettre KO votre carte de combat? Ou alors est-ce que si c'est un unisson, il va pouvoir lui faire perdre un marqueur en plein combat? Il y a très peu de cartes qui le font, mais il y en a. Je pense notamment à l'extra bleu ou à King Cold, un de ses terrains qui dit lorsqu'il est détruit, sachant que King Cold peut le détruire en plein combat, enlever un marqueur à l'unisson adverse. Et donc, lorsqu'un unisson perd un marqueur, je le rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, ça enlève tous les mots-clés qu'il a gagnés, notamment double frappe. Et donc, au final, on voit après ça que l'attaque la plus safe, au final, c'est celle de votre leader. Il y a très peu de cartes qui enlèvent des mots-clés au leader adverse. Il me semble qu'il y en a d'ailleurs 0 pour le moment. Je ne suis pas certain. Il y en a qui enlèvent de la puissance à votre leader. Il y en a qui peuvent restreindre le nombre d'attaques de votre leader ou juste la baisser. Mais au moment où l'adversaire attaque avec son leader et que vous n'annulez pas, il n'y a quasiment rien qui interagit avec le leader adverse. Et donc l'attaque du leader, eh bien, si c'est vous qui êtes sur le point de vous faire attaquer, de mourir, eh bien n'hésitez surtout pas à annuler l'attaque du leader, parce que au moins si vous annulez l'attaque du leader, vous allez peut-être pouvoir utiliser des cartes citées précédemment pour pouvoir gérer les attaques de battle card au unisson. Donc voilà, c'est un point que j'ai abordé. Il y a encore des choses à dire dessus, mais je pense globalement on a fait déjà un bon premier pas dessus. Et donc moi je vous laisse pour cette leçon numéro 3 et je vous dis à la prochaine.